Un grand angle aujourd'hui consacré au sommet de l'ONU sur l'alimentation, plus précisément sur les systèmes alimentaires. Il doit se tenir dans 2 jours à New York et son objectif que plus personne n'ait faim dans le monde en 2030, mais aussi mettre en place des systèmes alimentaires donc plus sains, plus durables et plus équitables. Des ambitions nobles bien sûr, et pourtant nombre d'ONG, de scientifiques et d'organisations paysannes vont boycotter l'événement ou appellent à le faire. En cause, la trop grande place accordée aux multinationales, selon eux, en contradiction totale avec les enjeux du sommet. On en parle avec vous, Jean-François Dubost. Vous êtes le directeur du CCFD Terre Solidaire. Et avec vous, Pascal Revaux, le directeur expertise et plaidoyer d'Action contre la faim. Alors Jean-François Dubost, Pascal Revaux, vos 2 organisations appellent pour que ce sommet, justement, la France résiste aux pressions des multinationales et à sauver l'agriculture paysanne. Pour quelles raisons cet appel précisément ? Ce sommet, il faut le dire, c'est un véritable hold-up des multinationales de l'agro-industrie et de l'agro-business. Ah, vous le dites comme ça ? Totalement. Elle duplique ce qui existe déjà dans le cadre de l'ONU. Il y a un conseil sur la sécurité mondiale sur l'alimentation qui réunit toutes les parties prenantes, les États, les entreprises et surtout la société civile. Et là, il duplique totalement ce système, ce dispositif, dans ce sommet qui a été initié par le Forum économique mondial de Davos, donc une organisation privée, avec certes l'accord du secrétaire général des Nations Unies, et reproduisent l'identique, sauf qu'il manque quelques conditions. Et la première, c'est la présence des principaux et principales concernés, les organisations paysannes, d'éleveurs, d'agriculteurs. Elles n'ont pas été invitées. Elles n'ont pas été invitées. Elles ont tenté pendant 1 an et demi d'être invitées et pour résumer, on leur a dit, vous pouvez venir à la table du repas, mais vous choisissez ni votre place ni le menu. C'est pas acceptable. Mais comment, Pascal Revaux, on peut imaginer que l'ONU n'ait pas invité justement ces organisations paysannes? Ça paraît assez fou, non ? Et en plus, ils allaient forcément avoir un retour de bâton, ce qui arrive aujourd'hui quand vous qualifiez ce sommet de hold-up, ce qui est un mot fort quand même. Alors je dirais qu'on peut prendre d'autres exemples, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, a vraiment mis en place un système participatif, donc qui cherche justement à consulter largement et à ce que les organisations qui ont un avis différencié puissent s'exprimer, puissent donner leur point de vue. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les ateliers ont été décidés par les Nations Unies sans véritable consultation. Et surtout, la teneur, disons, et la présence des organisations paysannes en lead sur les sujets qui nous concernent n'est absolument pas présente. Or, c'est vraiment le sujet majeur, celui de l'agentivité, c'est-à-dire comment... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un concept qui vient de Judith Butler, qui est une philosophe américaine et qui veut simplement dire avoir prise... Qu'on connaît pour la théorie des genres, justement, voilà, sur le genre. Oui. Comment avoir prise sur ma vie quotidienne quand je participe à un système plus global ? Comment je peux être aussi représenté ? Comment je peux intervenir pour que ma vie, localement, aussi dépende de moi et pas uniquement d'institutions qui ont fait, et je rejoins complètement ce qu'a dit Jean-François Dubost, qui ont fait effectivement aujourd'hui une alliance avec le secteur privé pour se dire on va comme ça résoudre le problème de la faim. Or, ça n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Bon, c'est quoi votre crainte, clairement, Jean-François Dubost, que l'agroécologie soit mise de côté au profit de l'agro-industrie, encore une fois, c'est ça ? C'est pas une crainte, c'est la réalité, parce qu'en fait, les organisateurs de ce sommet sont donc des entreprises multinationales qui parfois même n'ont rien à voir avec l'agroalimentaire. On retrouve Amazon, Alibaba, Pepsi Cola. Bon, sur les questions de nutrition, on peut se poser des questions. Ces organisations qui sont à l'origine même des questions de sous-nutrition, malnutrition et globalement des violations du droit à l'alimentation aujourd'hui dans le monde. Donc, comment trouver des solutions avec ceux qui participent même aux problèmes qu'on est censé résoudre ? On pourrait appeler ça comment ? Une espèce de sommet de greenwashing, plutôt là sur l'alimentation, je ne sais pas trop comment le dire, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que vous dites, vous ? Alors, ce qu'on pense, nous, c'est qu'il y a effectivement un véritable hold-up, ça on peut le dire, mais il n'y a pas forcément d'intention négative derrière. Il y a aussi cette image que grâce à la super technologie, on va pouvoir se passer en fait des savoirs locaux, on va pouvoir se passer des différences culturelles en termes de menus. Oui, parce qu'il y a des objectifs clairs quand même des Nations Unies, que tout le monde mange à sa faim en 2030 quand même. Ils établissent aussi dans un rapport sur l'alimentation le fait que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès aujourd'hui à une alimentation saine, que la faim touche 811 millions de personnes dans le monde. Donc pour ça, quand même, ils veulent des solutions. Donc on a du mal à imaginer quand même que là, ils ne fassent pas les choses bien. En tout cas, ils n'essayent pas de faire les choses bien. Non, je me fais l'avocat du diable. Bien sûr, mais les solutions sont totalement orientées. Comme le dit Pascal, elles ne sont pas du tout fondées sur l'expérience, sur le niveau local, sur la capacité de résilience, sur la protection de la nature. Pour prendre un exemple, on va vendre dans ces sommets des solutions comme la biofortification, c'est-à-dire enrichir des céréales pour s'assurer
qu'elles permettent d'avoir le niveau de nutriments nécessaire. Mais si on évitait d'avoir des productions uniques, centrées dans un pays qui font qu'on n'a pas accès à des prix raisonnables aux autres aliments, en fait, on n'aurait pas besoin de cette biofortification. Vous voyez, il y a un cercle vicieux qui se joue et qui est auto-alimenté par vous êtes pour des solutions locales, pour une agroécologie aussi. Qui respecte les hommes et qui respecte la nature totalement. Et on va regarder justement un reportage qui a été réalisé au Togo par Caroline Chauvet et Oumi Diallo, où la mouvance justement de l'agroécologie est bien en marche. Regardez. À 300 km de Lomé, une armée de soldats verts se prépare. À sa tête, Chamila Kassi Ayouma. Nous voulons nous amener vers le bio. Et maintenant, l'importance du bio. Le ton est donné. À 34 ans, il a fondé la ferme-école Majoie il y a 5 ans. Chaque année, il forme gratuitement des jeunes à l'agroécologie, une agriculture saine et respectueuse des sols. L'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser à moindre les produits chimiques. Le produit bio, c'est un produit sain, un produit propre, non toxiqué. Donc ça prouve déjà que une fois que tu as le produit bio et que tu le consommes, tu conserves quoi? Ta santé. Démonstration avec la récolte de l'engrais organique appelé bokashi, une sorte de compost composé de matière organique fermentée. Quand certains apprennent le métier, d'autres le redécouvrent, comme Esso Essowu, agricultrice. Les sols sont dégradés, donc dû à l'utilisation des produits chimiques, des herbicides, des engrais chimiques, tout consort. Mes parents l'avaient utilisé, moi aussi au début c'est ce que j'utilisais. Au Togo, il existe 10 établissements de ce genre. Alors que le bio rencontre un succès grandissant dans le pays, vous allez voir que ces fermes-écoles sont aussi de véritables laboratoires. Camille Agbati est chercheur en agroécologie et enseigne à la FEAB, la ferme-école agroécologie bioénergie. Aujourd'hui, une étudiante récolte des données. Ici, c'est la plateforme de collecte des données agrométéorologiques qui réunit beaucoup de paramètres. Des technologies de pointe au service d'une mission simple, favoriser les productions bio locales. Nous poursuivons, comme tous nous savons dans nos cadres de concertation, à avoir des produits de qualité un jour qui doivent être labellisés. Actuellement, il n'existe pas de label bio au Togo. Paradoxalement, le pays est le premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne. Certains produits bénéficient d'une certification, mais uniquement en cas d'export. Pour pallier ce manque, la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles travaille aux côtés des autorités. Le processus de certification ou bien de labellisation a été lancé au niveau du Togo. Il y a une association très dynamique qui est l'ANABio, qui essaie de travailler à la construction d'un label et qui est appelé Label Bio SVG Togo, qui est un label qui est en cours de construction. Alors, on résume, un label bio en préparation dans un système agroécologique. Reste à voir si produire mieux tout en produisant plus est possible. Il y a toujours cette question qui se pose. On vient de voir ces beaux exemples d'agroécologie. Mais ce que vont dire les détracteurs justement de l'agroécologie, c'est que ça ne peut pas nourrir toute la planète. Ça, c'est vrai ou pas ? Non, ce n'est pas vrai. Il y a un rapport célèbre du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation qui date de 2011 et qui démontre qu'en fait, l'agroécologie, sur une période de 10 ans, peut doubler la production alimentaire sur des régions mondiales en réduisant drastiquement le recours aux intrants, aux pesticides. Aux semences, industrielles, oui, aux pesticides. Tout ce qui rend les agriculteurs qui polluent, qui rend les agriculteurs et agricultrices dépendantes des multinationales. Donc c'est vraiment intéressant et c'est une solution d'avenir. Simplement, il faut s'engager politiquement. C'est ce que nous demandons à la France, à Jean-Yves Le Drian, demain. Mais comment ils font par rapport à des multinationales, justement, pour s'engager, pour dire, bon, bah écoutez, on arrête avec vous, ce sont des emplois. Vous savez bien comment ça se passe aussi avec les politiques, non ? Alors, on sait bien comment ça se passe, mais la première des choses à faire pour la France, c'est de rappeler qu'il y a un cadre onusien. C'est parfois aussi par des actes simples et posés, des paroles, que les choses se font. Il faut que Jean-Yves Le Drian, comme d'autres dirigeants, demain disent, ce sommet, il s'arrête le 23 septembre. Après, on a une instance où on débat des choses, où les choses se construisent, qui est sous l'égide de la FAO, donc l'organisation dédiée à l'agriculture et à l'alimentation dans le monde. C'est là que les choses doivent se discuter avec les principales intéressés. Oui. Aujourd'hui, il y a donc 4 problèmes avec l'agro-industrie qu'il faut rappeler en termes de diagnostic et qui sont les arguments essentiels pour nous permettre de passer à un autre système. Allez-y. Le premier problème, c'est celui de la santé humaine et de la santé de la planète. Nous savons que l'agro-industrie aujourd'hui utilise le gras, le sucré, le salé, ce qui coûte moins cher en termes de nutriments et forcément c'est plus rentable. Et ce qui fait qu'on a un coût pour la santé qui est énorme.
un coût pour la santé en termes de maladies cardiovasculaires, de cancer dans le monde, en termes aussi de financement des systèmes de santé, qui est énorme. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on court à la catastrophe si on continue avec ce système de production, parce que non seulement on a la question du réchauffement climatique, vous savez que effectivement l'agro-industrie participe à au moins 30% sont énormes, bien sûr. De l'empreinte carbone, mais on sait aussi qu'on a un amoindrissement de la biodiversité. C'est donc les deux premiers points. Le troisième point, c'est celui des droits humains. Les droits humains sont fondamentaux. Or, aujourd'hui, ils ont été bafoués puisque les principales personnes qui travaillent dans le domaine de l'agroécologie ne sont pas écoutées. Et le dernier point, et il ne faut pas l'oublier celui-là, c'est celui de nos différences culturelles. Il n'y a pas un seul régime comme le régime méditerranéen. Il y a des tas de régimes qui sont intéressants pour développer justement une bonne santé à la fois de la planète et les êtres humains. Et c'est l'ambition, je terminerai par ça, de l'initiative Une seule santé durable, une santé de la planète, des êtres vivants et des écosystèmes. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut travailler. Et l'agroécologie est une des solutions. Donc, soit on attend, c'est-à-dire qu'on dit, on attend que la catastrophe arrive, comme d'habitude, soit on dit, on s'engage vraiment pour une transformation et on le fait comprendre aux hommes politiques. Et c'est notre travail aussi avec nos partenaires. Et peut-être que vous serez entendu, puisque TV5 Monde est diffusé au siège des Nations Unies à New York. Donc, peut-être que vous serez entendu. Merci à vous deux, Jean-François Dubost et Pascal Revaux, d'avoir été avec nous pour parler de ces questions.